va retirer de LCR au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Le principe, lorsque vous introduisez l'aiguille, il y a le risque que vous touchez la moelle épinière. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on fait la PL. La moelle épinière, il s'arrête au niveau de L2. Par la suite, vous avez le phylum terminal. Donc, on fait la PL absolument au niveau de l'espace L4, L5 ou au niveau de l'espace L3, L4. Pour les gens très expérimentés, lorsque vous avez des difficultés, parfois il y a des gens qui ont des malformations, ils ont de l'arthrose, on peut, dans certains cas, pour les gens, on peut faire au niveau de l'espace L2, L3. D'accord? La PL, lorsque le patient il est conscient, elle est faite en position assise, tête penchée en avant, le dos courbé. Lorsque vous avez quelqu'un avec des troubles de conscience, un patient comateux, on peut la faire en décubitus latéral. D'accord? En essayant de courber la tête en avant, en essayant de faire la flexion des membres inférieurs sur le bassin. D'accord? Donc, ce n'est pas toujours la position de. D'accord? On commence le geste en repérant. Déjà, il faut expliquer. On explique toujours au patient, c'est un geste qui est douloureux. D'accord? Qui demande du temps. C'est toujours l'effet en demandant l'assistance de quelqu'un, les étudiants, les externes, ou tout le monde, l'infirmier du service. D'accord? Il faut toujours préparer le matériel nécessaire à la ponction lombaire. C'est des gants stériles, de la bétadine, des compresses, 1 ou 2 trocars de ponction lombaire, parce que parfois il arrive que vous introduisez le trocar, ça ne marche pas, vous avez besoin de retenter ou de refaire, donc il faut avoir 2 ou 3 trocars de côté. Donc on explique au patient le principe, donc on lui explique la position, on va lui dire qu'après la position, on va essayer de stériliser en badigeonnant la partie et la partie autour de la zone qu'on va choisir. On va choisir la zone de ponction lombaire. On va déjà arranger la position. On va choisir la zone. Pour choisir la zone, on va prendre des repères. D'accord? Le repère principal, c'est la crête iliaque supérieure, supérieure externe. D'accord? Vous dessinez une ligne reliant les deux crêtes iliaques supérieures. Normalement, cette ligne se projette sur la vertèbre L4. Voilà. Et puis, vous allez dessiner une ligne médiane verticale par rapport à la première ligne que vous avez dessinée au niveau de L4. D'accord? Par la suite, vous allez pouvoir finalement repérer l'espace entre soit L4, L5, soit L3, L4. Parce que finalement, vous avez déjà le repère de L4. D'accord? Par la suite, il faut introduire l'aiguille. Généralement, il faut choisir des aiguilles qui sont très fines. Et vous allez introduire le biseau de l'aiguille en faisant un angle de 15 degrés par rapport à la paroi, au dos du patient. D'accord? Il faut introduire 1 à 2 cm. Donc, on part déjà en position courbée, à 15 degrés. 1 ou 2 cm, par la suite, on réincline l'aiguille pour qu'il soit vertical. D'accord? Par la suite, vous allez sentir une résistance qui va se prolonger sur 1 jusqu'à 1,5 cm. Et par la suite, vous allez sentir que la résistance, elle cède. Ce que finalement, vous êtes dans les espaces sous-arachnoïdiens, vous pouvez retirer le SCR en retirant le mandrin. D'accord? On va essayer de vous montrer. Donc le patient, il est toujours mis en position assis lorsqu'il est conscient. Regardez le médecin, il a des gants stériles, il met une bavette. Et pour vous dire qu'il faudrait absolument respecter les conditions d'asepsie. Le patient, il a essayé tout d'abord de repérer, regardez les crêtes iliaques. D'accord, on va essayer de dessiner la ligne. Et puis la ligne verticale. D'accord. Généralement, on fait toujours comme ça. On fait le premier repérage, deuxième repérage, puis il va badigeonner. Regardez, c'est un badigeonnage qui est très large, parce que parfois, vous êtes obligé de refaire le repérage. Ça, on ne le fait pas chez nous, parce que c'est un geste douloureux. On peut faire une infiltration des parties sous-cutanées par de la xylocaïne.
c'est une drogue anesthésique pour réduire la douleur. On refait le deuxième badigeonnage, puis il faut attendre quelques minutes pour que ça sèche, pour que ça donne effet. On prend l'aiguille du trocar de ponction lombaire, on respecte toujours cette inclinaison. Cette inclinaison, finalement, il va respecter l'inclinaison des apophyses épineuses. Ils ne sont pas verticales, ils sont inclinés. Donc, au départ, on introduit à 15 degrés et par la suite, une fois on entre, on redevient vertical. On sent. Je pense ici, c'est bon. Et puis il retire le mandrin et le SCR, il sort. D'accord. Généralement, on retire 3 à 5 ml, sinon le patient va faire ce qu'on appelle le syndrome post-PL, et l'effet de céphalée intense, un vertige intense, qui peut céder après quelques jours. D'accord. On va badigeonner par la suite, on retire, et on met une compresse. D'accord. Donc la chose à retenir, c'est qu'il faudrait connaître les contre-indications, il faudrait se rappeler de la technique et insister sur le fait que c'est un geste médical, qu'il faut le faire dans les conditions extrêmes d'asepsie. Une fois le SCR est retiré, on va analyser l'aspect de LCR. À l'état normal, le SCR il est d'aspect clair, en eau de roche, comme ce qu'on a vu sur la vidéo. Lorsque vous avez un liquide qui est purulent, ça va vous orienter vers une méningite infectieuse. D'accord. Lorsqu'il est hématique, à ce moment-là, vous êtes devant deux situations. D'accord. Lorsque vous avez le SCR qui sort et qu'il est rouge, ça peut être en rapport avec de l'hémorragie méningée. D'accord. Ça peut être juste une ponction lombaire traumatique. Pendant votre trajet, vous avez touché une veine qui va commencer à saigner. Vous allez avoir un LCR qui est mélangé par le sang. D'accord. Pour faire la part entre les deux, on fait le test de 3 tubes. On retire sur le premier tube, sur le deuxième tube et sur le troisième tube. Si c'est une hémorragie méningée, le liquide au niveau de 3 tubes, il est homogène. D'accord. Et il ne se coagule pas. Homogène, il ne se coagule pas. Lorsque vous avez une ponction lombaire traumatique, parce que la veine il va saigner beaucoup au départ, le premier tube il va être très rouge parce que la quantité de sang il est importante. Mais plus vous prélevez le SCR, plus le deuxième tube il va être plus clair, le troisième tube il va être très très clair, ça veut dire qu'il n'y a plus de sang. D'accord. Et dans le premier tube, on peut avoir une coagulation du sang. C'est très important. Parce que finalement, vous avez une situation clinique d'un syndrome méningé, vous voulez faire la PL pour finalement comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous avez un liquide hémorragique, vous avez un deuxième niveau de difficulté, c'est de se poser la question, est-ce que finalement je suis face à une hémorragie méningée et à ce moment-là le pronostic il est grave, on a dit un malade sur 2 va décéder malgré une bonne prise en charge, ou c'est juste, c'est une veine qui est touchée, c'est une PL traumatique, ou à ce moment-là il n'y a pas de risque pour le patient. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être capable. On n'a pas d'examen complémentaire pour trancher entre les deux. C'est juste l'analyse de 3 tubes. Premier tube, très rouge. Il se peut qu'il coagule. Le deuxième, il devient clair. Le troisième, vraiment, il peut être clair jusqu'à normal. Ça, c'est une ponction lombaire traumatique. Premier tube, il ressemble au deuxième, il ressemble au troisième. Il ne coagule pas. C'est de l'hémorragie méningée. D'accord. Donc, soit vous avez un liquide clair, soit que vous avez un liquide purulent, louche, soit que vous avez un liquide hémorragique. Liquide hémorragique, soit de l'hémorragie méningée, soit la PL traumatique. Liquide purulent, c'est une méningite infectieuse. Liquide clair, il peut être normal, comme on peut avoir ce qu'on appelle les méningites à liquide clair. On peut avoir des méningites infectieuses, d'accord, et qui vont se traduire par un LCR qui est tout à fait normal, il paraît clair. Mais on trouvera des anomalies à l'échelle cellulaire et biochimique. On va analyser le SCR sur le plan cytologique, sur le plan biochimique et sur le plan bactériologique et virologique. Un LCR normal, rappelez-vous, c'est un LCR qui est clair, avec une cytorachie qui est toujours inférieure à 5 éléments.
avec une protéinorachie qui ne doit pas excéder à 0,4 g par litre, avec une glycorachie qui représente la moitié de la glycémie, avec une bactériologie qui ne trouve jamais de germes. Donc chaque modification sur le plan protéine, cellulaire, bactériologique et virologique confirme finalement le syndrome ménager. Vous êtes à l'aise, vous dites finalement j'ai des anomalies à LCR, donc finalement je suis face à un syndrome ménager. Et en fonction du type d'anomalie, on va le voir tout à l'heure, on va vous orienter vers telle ou telle cause. D'accord? Alors que si vous avez un syndrome ménager, le LCR est normal, vous êtes face à un syndrome ménager, un ménagisme. Par définition, le ménagisme est un syndrome ménager. D'accord? Finalement, vous avez la raideur nucale, le Kurnil-Ubrudzinski, sans anomalie au niveau de LCR, et qui témoigne d'une irritation du muscle paravertébraux, cervicaux ou cervico-lombaire, suite à un foyer infectieux au voisinage. Si j'ai par exemple une parotidites, un abcès dentaire, parce que c'est un foyer infectieux, on va avoir une contracture du muscle paravertébraux. Si j'ai une otite grave, je peux avoir une contracture du muscle paravertébraux. C'est une contracture réflexe. C'est le même principe, vous allez voir dans la sémiologie digestive, le syndrome, lorsque vous avez une péritonite, vous allez avoir une contracture abdominale. C'est finalement une irritation des muscles abdominaux suite à une irritation infectieuse. C'est la même chose. Ça veut dire que finalement les méninges ne sont pas touchés, ils sont intacts. Mais c'est les muscles paravertébraux qui sont en état de contracture suite à une irritation par un foyer infectieux au voisinage. À ce moment-là, c'est une prise en charge symptomatique, il n'y a rien de grave. Ça veut dire que si vous êtes aux urgences, vous recevez quelqu'un qui se présente par un authentique syndrome ménager, vous faites le scanner, il n'y a rien. Il n'y a pas de contre-indication à l'APL, il n'y a pas d'hémorragie ménagée. Vous faites la ponction lombaire, vous ne trouvez rien. Vous dites c'est un syndrome ménager révélant en rapport avec un ménagisme. Vous allez essayer de chercher un foyer infectieux. Ça peut être juste un syndrome grippal. On peut hospitaliser le patient 24-48 heures en le mettant sous traitement antalgique parce que ça fait mal, c'est douloureux. Généralement, les choses rentrent en ordre dans 2, 3 jours, 4 jours. D'accord? Donc c'est très important de pouvoir jouer avec ces situations. PL normal, PL liquide hémorragique, liquide traumatique, liquide avec anomalie cytologique, bactériologique. Donc le diagnostic différentiel. Le ménagisme, on vient de le définir, d'accord? Donc c'est un syndrome ménager clinique en réaction à une situation pathologique, mais la PL ne retrouve pas d'anomalie. On peut le voir dans le cadre d'une pneumopathie sinusite, infection urinaire, angine, otite, parotidite, abcès dentaire. Ou lorsque vous avez un torticolis, d'accord? Le torticolis, c'est une situation également fréquente, où le patient il viendra parce qu'il ne peut plus faire la rotation de la tête, la rotation latérale externe, la rotation droite, la rotation gauche, parce que c'est douloureux. Le patient, il vient comme ça, en situation comme ça. Il ne peut pas faire ni comme ça, comme ça. Si vous essayez de faire ça, il va sauter de douleur. C'est extrêmement douloureux. D'accord? Et ça témoigne d'une irritation, toujours des muscles paravertébraux, d'accord? En rapport avec un problème osteo-articulaire. D'accord? Une myélopathie cervico-arthrosique, ça veut dire de l'arthrose au niveau cervical. Suite à un traumatisme bénigne, ça va entraîner un torticolis, qui finalement c'est une réaction de protection de l'organisme suite à cette myélopathie cervico-arthrosique. D'accord? Donc finalement, il faut faire la part entre le syndrome ménager et le torticolis. Les deux, c'est un blocage de la nuque douloureux. D'accord? Mais vous allez constater que dans le syndrome ménager, on peut faire quand même la rotation à droite et gauche, mais c'est l'antéflexion qui est douloureuse, qui est bloquée, alors que le torticolis, le patient, il est bloqué, la tête, elle est bloquée. Il peut faire ni rotation externe, ni rotation interne, ni antéflexion, parce que c'est tellement douloureux. D'accord? Donc, il faut avoir la finesse sémiologique pour pouvoir faire la part entre les deux, parce que c'est pas possible pour un torticolis de faire une ponction, de faire un scanner et une ponction lombaire. D'accord?
Quelles sont alors les formes cliniques du syndrome méningien?